Salut, aujourd'hui on va parler du proton. On va notamment voir comment les scientifiques du XXe siècle ont réussi à réaliser un des rêves des alchimistes. Et on va aussi voir comment la relation E égale mc2 a permis de découvrir le neutron. En 1815, William Prout fait une observation assez intéressante. Les masses des éléments qu'il connaît, par exemple l'azote, l'oxygène, sont des multiples entiers de la masse de l'hydrogène. Par exemple, l'azote est exactement 14 fois plus lourd que l'hydrogène, l'oxygène 16 fois plus lourd, etc. Et donc, il va faire une hypothèse assez audacieuse. Il va dire que tous les atomes de la nature sont en fait des regroupements d'atomes d'hydrogène. Un atome d'azote, c'est un paquet de 14 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, un paquet de 16 atomes d'hydrogène, etc. Alors pourquoi cette hypothèse est audacieuse ? Eh bien parce que les données de William Prout, elles sont très incomplètes et même parfois fausses. Pour le sodium, il trouve 24 fois la masse de l'hydrogène, alors que c'est plutôt 23. La masse du calcium, par exemple, selon lui, c'est 20 fois la masse de l'hydrogène, alors qu'on se rendra compte plus tard que c'est carrément 40. Et au bout de quelques années, on découvre des multiples qui ne sont même pas des nombres entiers. Par exemple, la masse du chlore, c'est 35,45 fois la masse de l'hydrogène. Donc les données utilisées par Prout sont plutôt fausses, mais on va le voir, en fait son hypothèse, elle est plutôt bonne. Comme quoi, le manque de précision expérimentale, ça permet de se débarrasser des détails et de se faire une première idée finalement assez correcte des choses. Ensuite, on va classer les éléments par ordre croissant de masse. Donc d'abord hydrogène, ensuite hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, etc. Et un scientifique russe nommé Mendeleïev va se rendre compte que si on les classe comme ça, les propriétés chimiques des éléments sont périodiques. Par exemple, dans les molécules, le lithium va former une liaison chimique avec un atome voisin, le beryllium lui va en former 2, le bore 3 liaisons, le carbone 4, l'azote ça redescend 3, l'oxygène 2, le fluor une liaison et le néon 0. Et ce que remarque Mendeleïev, c'est que c'est périodique. Pour la ligne d'en dessous, ça recommence. Le sodium forme une liaison, le magnésium 2, l'aluminium 3, le silicium 4, et à nouveau ça redescend, le phosphore 3, le soufre 2, etc. Et donc quand Mendeleïev va mettre tout ça sous forme d'un tableau, on va avoir sur une même colonne des éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques, par exemple le même nombre de liaisons. Si on prend le carbone et le silicium, ils forment tous les deux 4 liaisons avec leurs voisins dans les molécules, et ils se retrouvent sur la même colonne dans le tableau. Et en faisant ça, Mendeleïev se rend compte qu'il y a des trous dans son tableau. Et donc il se dit, à cet endroit-là, il y a un élément qui existe et qu'on n'a pas encore découvert. Et effectivement, quelques années plus tard, ces prédictions seront confirmées par les expériences. Bon, de ce qu'on en voit au début, le tableau n'est pas parfait, il y a des éléments qui n'ont pas l'air d'être à la bonne place, par exemple au niveau des masses, ça n'a pas l'air d'être dans le bon ordre. Et ça, on comprendra plus tard, ça vient du fait que c'est pas la masse qu'il faut regarder pour comprendre l'ordre des éléments, c'est autre chose. On va voir ça. On en a déjà parlé sur la chaîne, en 1911, Rutherford montre que les atomes sont constitués d'un tout petit noyau avec des électrons autour. En faisant ces expériences, Rutherford arrive à mesurer grossièrement la charge de ces noyaux. Et c'est là qu'entre en jeu Van den Broek, un avocat néerlandais passionné de physique. L'idée de Van den Broek, c'est de prendre des bonnes unités pour les charges et les masses. Il va fixer la charge et la masse du noyau d'hydrogène égale à 1. Et en faisant ça, il trouve une charge de 6 pour le noyau de carbone et une masse de 12. Pour l'azote, la charge c'est 7 et la masse c'est 14. Et donc, il conclut assez logiquement que le nombre de charges est égal à la moitié du nombre de masses. Voilà, gardez ça en tête, on va s'en resservir après. Et Van den Broek fait une deuxième remarque. Sur les premières lignes du tableau périodique, on passe d'un élément à l'autre très souvent en ajoutant 2 unités de masse. Et donc il conclut assez logiquement que pour passer d'une case à l'autre, le nombre de masses augmente de 2, mais surtout le nombre de charges augmente de 1 tout simplement. Et là il se dit bingo, pour comprendre le tableau périodique, il ne faut pas regarder la masse, il faut regarder la charge qui augmente de 1 tout simplement quand on passe d'une case à l'autre. Donc le numéro d'un élément dans le tableau, c'est la charge électrique de son noyau. Pour l'hydrogène c'est 1, l'hélium c'est 2, le lithium 3, etc. On appellera ça plus tard le numéro atomique. Et à l'époque, on ne mesurait que la masse, pas la charge, et donc on essayait d'interpréter le tableau avec la masse.
Et donc le coup de génie de Vandenbroek, c'est de ne pas utiliser la grandeur qui est directement accessible par les expériences, donc ici la masse, mais d'utiliser une autre grandeur qui n'est pas accessible, mais qui va donner des résultats beaucoup plus simples en termes d'interprétation. Et c'est seulement après qu'on va réussir à faire des mesures sur la charge, notamment grâce à Henry Moseley. En 1913, il va faire toute une série d'expériences avec des rayons X pour mesurer précisément la charge des noyaux. Et sa conclusion est sans appel, l'intuition de Vandenbroek était bonne, ce qui classe les éléments dans le tableau, c'est bien la charge électrique. Les expériences de Moseley sont exceptionnelles et il est pressenti pour avoir le prix Nobel. Malheureusement, il va mourir au combat à 27 ans pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a vu d'un côté que les atomes pouvaient être considérés comme des paquets d'atomes d'hydrogène. On a vu d'un autre côté que pour passer d'une case à l'autre du tableau, il faut augmenter la charge de 1. Et on va pouvoir interpréter ces deux éléments grâce à une particule de charge 1, justement, qu'on va appeler le proton. Et celui qui va théoriser tout ça, c'est à nouveau Rutherford. En 1917, il fait une expérience, il envoie des rayons alpha dans l'air, et il observe sur les écrans une scintillation typiquement due à l'hydrogène. Or, à l'époque, on le sait très bien, l'air c'est un mélange d'oxygène et d'azote, normalement il y a très peu d'hydrogène. Et pour résoudre cette énigme, Rutherford va faire un certain nombre de tests, notamment il va faire baisser le taux d'oxygène dans l'enceinte. Donc à ce moment-là, il reste plus que de l'azote, et ils en sont sûrs, il n'y a quasiment aucune trace d'hydrogène. Et pourtant, quand ils envoient les rayons alpha, la scintillation due à l'hydrogène est toujours là. Là, Rutherford et ses collègues n'ont pas trop le choix. La seule interprétation possible, c'est que les rayons alpha ont arraché un atome d'hydrogène à l'azote. Avec ça et tout ce qu'on a dit avant, Rutherford il commence vraiment à se dire que les noyaux des atomes, ce sont des amas de noyaux d'hydrogène, comme l'avait imaginé Prout. Et ces noyaux d'hydrogène, Rutherford va les appeler des protons. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé là dans leur expérience, c'est historique. Avec les collisions, ils ont changé le nombre de protons dans l'atome d'azote et les ont transformés en atomes d'oxygène. Et ça, c'est le rêve des alchimistes enfin réalisé. C'est la première transmutation artificielle de l'histoire. Donc là, Rutherford, il a à sa disposition des protons et des électrons, et il va essayer d'interpréter le tableau périodique grâce à ça. On fait comme tout à l'heure, on pose la charge du proton égale à 1, et donc la charge de l'électron va être égale à moins 1. On pose aussi la masse du proton égale à 1, et comme l'électron est très léger, on va poser sa masse égale à 0. Donc pour passer d'une case à l'autre, la masse augmente de 2, on l'a vu, donc on va ajouter 2 protons, et si on fait ça, la charge elle augmente aussi de 2. Donc on va ajouter un électron en plus pour que la charge n'augmente que de 1, c'est bien ce qu'on observe d'une case à l'autre. La charge doit augmenter de 1. Donc on ajoute 2 protons de charge plus 2 et un électron de charge moins 1, donc au total ça fait bien une charge de plus 1. Et on ajoute un électron en plus autour du noyau pour que l'atome reste neutre. Donc là c'est tout bon, d'une case à l'autre, la charge du noyau augmente de 1 et la charge totale de l'atome reste égale à 0 vu qu'on a ajouté en tout 2 protons et 2 électrons. Ce qu'il faut retenir dans ce modèle, c'est qu'on avait des électrons dans le noyau, on appelait ça des électrons nucléaires. Petit problème, dans les années 20, on développe la mécanique quantique et les électrons nucléaires ne respectent pas certains aspects de la nouvelle théorie, notamment ce qui concerne le spin et les inégalités d'Heisenberg. On parlera de tout ça quand je ferai une série sur la mécanique quantique. Donc ces électrons nucléaires, c'était une bonne idée au début, mais finalement ça pose problème, et ce qui va permettre de résoudre tout ça, c'est la découverte d'une nouvelle particule, le neutron. En 1930, Bott et Baker bombardent du beryllium avec des rayons alpha. On aimait bien bombarder plein de trucs avec des rayons alpha à l'époque. En faisant ça, ils remarquent l'apparition de nouveaux rayons sans charge électrique et beaucoup plus pénétrants que tout ce qu'on a découvert jusque-là. Ils arrivent à les détecter grâce aux compteurs Geiger qui sont beaucoup utilisés en Allemagne à cette époque. Et c'est là qu'entre en jeu Irène, vous vous souvenez, la fille de Pierre et Marie Curie qu'on a déjà évoquée. Eh ben, elle a grandi et elle fait de la physique comme ses parents. Avec son mari, Frédéric Joliot, ils vont affiner l'expérience des Allemands. Comme les rayons observés n'ont pas de charge électrique, ça peut être ni des protons, ni des électrons, ni des rayons alpha, parce que toutes ces particules-là, elles ont une charge électrique. Et donc il reste plus beaucoup de possibilités, et les Joliot-Curie vont commencer à supposer que ce sont des rayons gamma. Mais il y a un physicien en Angleterre qui s'appelle Chadwick, qui a longtemps travaillé avec Rutherford et qui a une autre idée. Quelques années auparavant, Rutherford avait donné son modèle avec les électrons nucléaires, les électrons qui sont dans le noyau, et il avait évoqué l'idée que ces électrons pouvaient se mettre en couple avec des protons, et qu'on pourrait peut-être un jour détecter un de ces couples protons-électrons.
Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce couple, le proton a une charge plus 1 et l'électron une charge moins 1, donc la charge totale du couple c'est 0. Et du coup, Chadwick, il se dit que ces rayons neutres détectés par les Allemands, c'est peut-être un couple proton-électron. Il refait les expériences et en analysant notamment l'énergie, il se rend compte que l'hypothèse des rayons gamma ne fonctionne pas. Il observe notamment que la particule inconnue a une masse légèrement supérieure à celle du proton. Et donc, a priori, on peut se dire que c'est peut-être un couple proton-électron. La petite masse en plus, ce serait la masse de l'électron. Donc ça a l'air de bien marcher, mais Chadwick c'est un petit malin et il va aller encore plus loin dans ses conclusions, notamment grâce à une équation que vous connaissez bien. Le point central du raisonnement, ça va être que quand vous liez deux particules, ça fait baisser l'énergie. Pour savoir si on a affaire à un état lié proton-électron ou à une toute nouvelle particule, on va donc s'intéresser aux masses et aux énergies. Quand vous avez deux particules qui sont liées, c'est que vous avez une énergie de liaison entre les deux. Et donc pour séparer les éléments, il faut ajouter une énergie de dissociation pour vaincre l'énergie de liaison. Or, d'après la relation d'Einstein, E égale mc2, on peut identifier masse et énergie et faire un peu comme si c'était la même chose. Et ça permet de prouver que la masse de l'état lié proton-électron, c'est plus petit que la somme des masses du proton et de l'électron pris séparément. Le raisonnement est le suivant. Comme l'énergie se conserve, l'énergie de l'état initial est égale à l'énergie de l'état final. Pour l'état initial, on a la masse de l'état lié plus l'énergie de dissociation. Et pour l'état final, on a la masse du proton plus la masse de l'électron pris séparément. On ne connaît pas la valeur de l'énergie de dissociation, mais on sait qu'elle est positive. Et donc on a l'état lié, on ajoute une énergie positive, et ça donne l'état séparé. Ça montre que l'état lié a une énergie plus petite que l'état séparé. Alors à notre échelle, pour mesurer les masses, on utilise le kilogramme, mais comme les particules sont toutes petites, on utilise une autre unité qu'on appelle le MeV. Donc on va mesurer les masses en MeV, et on va vérifier que la masse de l'état lié est bien plus petite que la masse de l'état séparé. Pour l'état séparé, on calcule la masse du proton plus la masse de l'électron, et on trouve 938,8 MeV. Et donc pour l'état lié, on est censé trouver moins que ça, or on mesure 939,6. Donc ça marche pas, c'est pas un état lié, c'est bien une nouvelle particule sans charge électrique que Chadwick va appeler le neutron. Donc dans le noyau des atomes, il y a à la fois des protons et des neutrons. Et le numéro de la case dans le tableau périodique, c'est tout simplement le nombre de protons dans le noyau. Donc il n'y a pas d'électrons dans le noyau. Un atome de carbone, par exemple, c'est un noyau de 6 protons et 6 neutrons, avec 6 électrons en orbite. Voilà, ça c'était l'épisode 4 de la série Voyage au cœur des atomes. Comme pour l'épisode 1, j'ai fait une deuxième version. C'était les 2 épisodes de la série que je voulais refaire, maintenant on peut reprendre les nouvelles vidéos. Et la prochaine, ce sera sur les aspects scientifiques d'un film que vous avez sûrement déjà vu, je vous laisse deviner lequel. Allez, à bientôt.